Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur Radio Courtoisie dans le libre journal de l'Occident. Ce soir, comme d'habitude en préambule de cette émission, je vous enjoins à nous soutenir pour soutenir vos idées, car si nous pouvons faire des émissions comme celle-ci, c'est grâce à vous, car nous ne sommes pas subventionnés, nous ne recevons aucune subvention de l'État, nous sommes libres car nous n'usons pas de publicité afin de garder une ligne indépendante et nous soutenons les idées de la cause nationale, donc c'est très important. Rendez-vous sur le site de Radio Courtoisie pour nous soutenir. Ce soir, comme d'habitude, je suis accompagné de mon camarade François-Xavier. Bonsoir François. Bonsoir, bonsoir. Et nous avons un très beau plateau ce soir parce que nous allons parler des élections en Roumanie. Car il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps. D'ailleurs, on pourra déborder sur d'autres élections et d'autres sujets connexes. Mais avant cela, je vais vous présenter nos invités ce soir. J'ai à ma droite Daniel Conversano, voilà, éditeur, analyste politique, bien connu des réseaux sociaux et de YouTube. Bonsoir Daniel. Bonsoir, merci pour cette invitation. Eh bien, merci d'être avec nous, puisque je précise que vous vivez en Roumanie. Oui, tout à fait, depuis 6 ans maintenant. Depuis 6 ans, donc voilà, vous allez pouvoir nous donner votre point de vue depuis le pays. Et nous avons également avec nous Maître Pierre-Marie Bonneau, qui est avocat et qui est également un grand spécialiste de la Roumanie. Bonsoir Pierre-Marie. Bonsoir. Grand spécialiste, c'est un bien grand mot. C'est que je suis particulièrement roumanophile. Voilà, exactement. Bon, écoutez, messieurs, merci d'être avec nous. Alors, le sujet de ce soir, il y a eu des élections législatives en Roumanie, si je ne me trompe pas, qui ont donné comme, donc, au premier tour, comme premier candidat qui a reçu le plus de voix, un certain Georgescu, voilà, qui avait une ligne, on va dire, nationaliste, très radicale et russophile, on va dire. Vous me corrigerez, hein, je vois que mes invités hochent la tête, mais Déjà, on n'est pas d'accord, faut voir mal. déjà, voilà, ils corrigeront ce que je dis. Et donc, suite à cela, les élections ont été annulées. Alors bon, peut-être que ce que je vais faire, peut-être que Daniel voulait nous présenter la situation, puisque vous l'avez suivi de près et vous connaissez bien ce qui s'est passé. On va distribuer le temps de parole parce que je vois que Pierre-Marie aussi a beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Je voulais simplement amender ce que vous avez dit. Il y a eu des législatives, mais il y a également eu une élection présidentielle. Et c'est l'élection présidentielle qui a été, dont le résultat a été annulé. Voilà. Les législatives, alors Georgescu, législative, son parti n'a fait que 5%. Mais en revanche, un autre parti nationaliste, qui est le parti AUR, a été deuxième législative, donc ça c'est intéressant. Mais Georgescu a été la grande surprise, effectivement. Il est passé devant tout le monde lors du premier scrutin qui a eu lieu fin novembre. Il n'était pas du tout annoncé, mais alors non seulement au-delà de 20%, mais il n'était même pas annoncé à 10%. Et il a dépassé les candidats, on va dire ça comme ça, les candidats du système, qui étaient en fait les deux partis, c'était le parti qui était au pouvoir, le parti présidentiel, et le parti du Premier ministre également. Donc en fait, la droite et la gauche. Les Roumains, en fait, ont passé un coup de balai. Et effectivement, par rapport à ses accointances, en fait, ils lui ont empoché un peu tout, n'importe quoi. Des financements occultes. Bon, ça, effectivement, si c'est prouvé, c'est un vrai problème, mais ça ne l'a pas été. Une ligne voilà, anti-UE, anti-OTAN. Et globalement, en fait, des valeurs qui vont à l'encontre de la Roumanie actuelle. Voilà. C'est un peu flou, mais c'est pour ça qu'il a été condamné. D'accord, donc c'est bien. Donc je reprends, c'est au présidentiel ce sont les présidentielles qui ont été annulées. Oui, voilà. Ils vont avoir lieu à nouveau en mai, mais sans Georgescu. D'accord, donc c'est officiel, il a été évincé du scrutin. Voilà. Pierre-Marie Bonneau, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose déjà pour poser le sujet ? Alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Daniel sur la chronologie. Effectivement, les législatives n'ont pas été annulées. Elles ont vu un résultat d'ailleurs très, très intéressant des forces nationales. Ce sont les présidentielles qui ont été annulées. Par contre, j'ajouterais un élément. Le coup d'État a commencé avant même la campagne présidentielle, puisque Diana Sochwaka, qui représentait le parti SOS Roumanie, s'est vu interdire par la Cour constitutionnelle la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. Dès avant l'élection surprise au premier tour de M. Călin Georgescu, Madame Diana Sochwaka
qui est une députée européenne et qui représente un parti SOS Roumanie, qui a eu également un très bon score aux élections législatives, s'est vue interdire Très de juste. se présenter à l'élection présidentielle. Tout à fait. D'accord. Et donc, sur quel motif exactement, pour les auditeurs qui n'ont pas forcément suivi ces retournements de situation, sur quoi c'est basé? Parce qu'on aura, je pense, le temps d'élaborer ensuite sur tous les différents C'est intéressant de motifs parler, vous allez voir. passés, présents et futurs des interventions internes à la Roumanie et parfois même externes. Et là, donc, du coup, pour ce premier coup de force contre les forces d'opposition, quel était le motif exactement? Alors, théoriquement, et là je parlerai un peu sous le contrôle de Daniel, qui a peut-être mieux vu la situation que moi, qui était en France, même si j'ai des relations régulières avec des amis qui sont dans le parti de Madame Sochwaka et dont certains sont actuellement élus députés. Nous avons une Cour constitutionnelle en Roumanie, l'organe qui vérifie la régularité de la candidature. Il faut savoir qu'il faut, pour se présenter à une élection présidentielle en Roumanie, 100 000 soutiens, ça veut dire une signature de citoyens roumains, tout simplement. Ce ne sont pas des élus comme nos 500 signatures en France. Et c'est normalement un contrôle purement formel que fait cet organisme. Et là, cet organisme s'est érigé en organisme de contrôle politique, puisque c'est sur le caractère anticonstitutionnel de la candidature de Mme Sochwaka, caractère qui est quand même assez évanescent et large, Oui, tout à fait. que cette candidature a été rejetée. Oui, pas d'ajouter, c'est tout à fait juste. Et c'est là qu'on peut déjà faire un pont avec la politique française, parce qu'on a vu que le Conseil constitutionnel français, parfois, a bloqué des lois, toujours au nom des valeurs constitutionnelles. On ne sait jamais exactement ce que c'est. C'est vrai. Alors, en plus, elle a été interdite 2 fois. Ils l'ont interdite de premier scrutin et du deuxième. Donc là, elle ne peut pas se présenter non plus. Alors qu'effectivement, Pierre-Marie l'a rappelé, c'est une députée européenne. Alors, bon, après, on peut en débattre. C'est vrai qu'elle a eu des propos très forts. Par exemple, elle a dit que la Roumanie devait reprendre des terres moldaves parce que ça appartient historiquement à la Roumanie, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, historiquement. Sauf que, évidemment, elle est vue comme quelqu'un qui, une fois au pouvoir, pourrait créer des soucis avec même le voisin hongrois. Voilà, elle est assez hostile. Voilà, elle a également dit qu'il fallait envoyer des exorcistes à Bruxelles pour exorciser les commissaires européens. Bon, elle a dit sur le ton de la blague, mais ça a été pris très au sérieux, évidemment, comme la Cour constitutionnelle ne partage pas les idées de cette candidate, bien évidemment, ils ont mis ça en avant pour justifier son interdiction. D'accord, oui, alors c'est vrai que ça en France, je crois qu'on ne l'a pas vu encore, le Conseil constitutionnel qui interdit un parti politique. En revanche, de la même manière, la France aussi a subi, comment dire, une offensive des juges qui ont récemment rendu inéligible Marine Le Pen. Je fais ce pont parce que de la même manière que Georgescu était le candidat favori pour les élections, il se trouve que Marine Le Pen est également à la tête du premier parti de France qui fait les meilleurs scores à chaque premier tour d'élection. Et en ce qui concerne les élections européennes qui ont eu lieu dernièrement, c'était le premier parti sans conteste. Et même d'ailleurs aux législatives françaises. Alors, est-ce qu'il faut faire un parallèle? Est-ce qu'il y a est-ce que les juges, les juges interviennent pour faire interdire des partis? Est-ce que ça vient de Bruxelles? Est-ce que c'est concerté selon vous, ou ça n'a rien à voir? Il faut y voir une coïncidence que dans 2 pays comme ça, des candidats soient interdits d'élection. Je vais répondre. Oui, il y a pas. Alors, les avis sont un peu partagés. Les gens disent c'est l'Union européenne, d'autres disent non, c'est rien à voir, c'est national. Pourquoi ne pas envisager que ce sont les deux? Voilà, ça n'arrange pas la plupart des nations eh bien, qui font partie de l'Union européenne, notamment les nations de l'Ouest, hein, France, Allemagne, qu'un candidat au moins eurosceptique. Parce qu'en plus, il faut dire que c'est pas clair. Hein. Georgescu n'a pas dit jour 1, j'arrive au pouvoir et je sortirai de l'UE et de l'OTAN. Il est critique de l'UE et de l'OTAN, il a le droit. En fait, je le rapprocherai un petit peu de Viktor Orban. Viktor Orban n'a pas fait sortir la Hongrie de l'Union européenne, mais il est très critique et il veut maintenir la valeur hongroise tant qu'il est au pouvoir. Donc, effectivement, Bruxelles était fâché. On sait que le président de la Cour constitutionnelle roumaine a rencontré l'ambassadeur de France la veille eh bien de cette décision. Voilà, c'est pas, ça augure pas du meilleur. Après, il y a aussi
des rumeurs nationales qui dit que les partis au pouvoir, notamment la gauche, donc le parti du Premier ministre, avaient des amitiés, ils ont des amitiés en fait avec les membres de la Cour constitutionnelle et qu'ils ont bien fait le forcing pour que Georgescu soit éliminé parce que vraiment les chances que Georgescu, on ne l'a pas dit ça, mais les chances que Georgescu l'emporte, surtout suite à ce scandale, étaient importantes. Mm. Hein, il est passé de 23% à 40% d'intention de vote au premier tour, c'est absolument considérable. Oui, et c'est important de replacer en effet cette élection et ces polémiques dans un contexte, puisque depuis 1 an à peu près, ces situations se multiplient en Europe. Donc pour ce qui est en effet de l'intervention de la France, on avait interviewé sur cette radio il y a une semaine Monsieur Simeone, donc on en parlera juste après, président du parti AOR, qui avait lui-même souligné en effet ces interventions de l'ambassadeur français, qui avait même déclaré nous avons fait annuler ces élections. Lapsus, mais impressionnant dans l'inclusion dans une démocratie de l'Union européenne, au même titre que la France, ni plus ni moins. Et en fait, ça fait aussi écho aux élections en Géorgie, donc qui n'est pas encore membre de l'Union européenne, mais depuis les élections législatives de novembre, des manifestations financées par George Soros, par des associations financées par George Soros, avec la complicité de l'Union européenne et d'autres instances internationales, notamment américaines, organisent des manifestations massives tous les jours, toutes les semaines dans les rues pour déstabiliser le gouvernement et essayer d'organiser sa chute, excusez-moi, même si c'est un échec actuellement. Et ça s'inscrivait dans un registre juste tout proche temporellement parlant des élections en Moldavie, où là aussi on a beaucoup accusé l'ingérence russe, alors qu'in fine, quelques jours avant l'élection statuer sur, qui devait statuer sur l'inclusion ou non dans l'Union européenne, Madame von der Leyen a fait le déplacement sur place pour annoncer un lot de 2 milliards d'euros, 1,8 milliard d'euros d'aide à la Moldavie s'il faisait les bons choix, et notamment celui de l'Union européenne. Donc là, en termes d'ingérence, il n'y a pas quelques hackers cachés derrière des plateformes de réseaux sociaux et qui essaieraient d'influencer les votes. On a quelqu'un qui, face caméra, n'hésite pas à s'adresser à une population qui, in fine, a voté, il me semble, à 50,5% Oui, le oui est passé de justesse. en faveur de l'Union européenne. Donc, en effet, tout ça s'inclut dans un mouvement absolument gigantesque et massif de tentatives de garder le contrôle de la part on en a parlé en effet, d'un système qui ne veut absolument rien lâcher, quitte à de manière extrêmement visible enfreindre toutes les lois les plus basiques de la démocratie. Bah oui, juste avant de lancer Maître Bono, j'ajouterais que ce que je trouve étonnant dans cette histoire, c'est que Georgescu a été interdit de se présenter, mais après avoir fait le premier tour et avoir été favori au premier tour. C'est-à-dire que son programme soi-disant anticonstitutionnel était connu avant, puisqu'il a fait campagne sur ce programme. C'est vrai. Et à partir du moment où l'élection se fait et on s'aperçoit qu'il est le gagnant de l'élection, on décrète que tout d'un coup, son programme va à l'encontre des valeurs voilà, dont on ne connaît pas trop les limites. Est-ce que ça questionne ça aussi, Maître Bono? Oui, 2 observations. Première observation, je ne sais pas si c'est véritablement le programme de monsieur Georgescu qui a choqué ou l'attitude de monsieur Georgescu. Ce qu'il y a de fantastique chez monsieur Georgescu, c'est qu'il est fier d'être roumain. On le voit avec une épouse qui est plutôt belle. On le voit pour le jour du baptême du Christ se baigner le 6 janvier dans de l'eau glacée. On le voit se promener à cheval. On le voit en tenue traditionnelle roumaine. Je crois que c'est cela aussi qui a pas mal détonné. Le programme de monsieur Georgescu, en grande partie, c'est « Soyons roumains et fiers de l'être, reprenons confiance en nous, nous sommes un grand peuple ». Et ça, c'est vrai que dans un pays où l'élite politique a tendance à singer un tout petit peu la technocratie occidentale, l'élite politique occidentale, voir un véritable Roumain se présenter avec un grand sourire et dire « Je suis un ancien haut fonctionnaire international, oui, oui, voilà, j'ai eu telle fonction, ben, je suis roumain, je suis revenu à ma roumanité, j'en suis fier, je me baigne dans l'eau glacée, je suis solide, euh, les vertus viriles ne sont pas déplaisantes, j'ai une femme et des enfants, j'ai réussi ma vie, et je vais essayer de vous offrir un avenir meilleur.
en faisant que la Roumanie soit aux Roumains et que la politique roumaine se fasse dans l'intérêt des Roumains, y compris lorsque celle-ci peut fâcher nos voisins du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Euh, Ça, à mon avis, c'est le grand tremblement de terre, beaucoup plus que le contenu du programme. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je ne veux pas utiliser la machine à remonter le temps, mais la Roumanie n'est pas le premier État dans lequel on a vu les juges réduire en néant parti politique. Nous avons eu la Grèce avec l'épisode d'Homme Doré. Nous avions un parti qui était à plus de 5% et qui a été victime d'une véritable cabale judiciaire au cours de laquelle tous ses responsables ont été condamnés à de multiples années de prison pour des faits manifestement viennent au-delà de ce que le système judiciaire normal impose. En gros, il y avait eu une bagarre dans un bar. Dans cette bagarre, militant antifasciste avait trouvé la mort, avait été poignardé, et il se trouve que l'individu qui avait poignardé ce militant avait été un militant lui-même d'Homme Doré. Là, il a été déduit comme Doré d'une organisation criminelle dont les chefs ont été coupés, je crois, de 13 ans de prison. Ça a tué le parti. Ce n'est pas la première fois que l'on voit l'autorité judiciaire, obéissant à des injonctions politiques, détruire un mouvement politique parce que celui-ci a pris de l'importance sur le plan électoral. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, et je crois que c'est le fondement de ce qui va guider notre analyse. Est-ce que l'autorité judiciaire instrumentalisée par les partis politiques peut attenter à la souveraineté populaire ou au système démocratique existant dans les pays de l'Union européenne? C'est vrai que c'est un bon rappel, en effet. Et il y a un autre élément qui m'est venu en tête, c'est aussi en fait, l'histoire récente de la Roumanie. Il faut voir que le rapport aux élites des Roumains n'est pas forcément le même que dans d'autres pays. Il y a eu Ceausescu pendant des décennies, et il y a encore beaucoup de gens vivants qui ont connu donc le régime communiste de Ceausescu. Et ce qu'ils ont gardé de ce moment-là d'histoire, c'est une méfiance envers les élites. Voilà. Donc, que s'est-il passé? J'en parlais, j'ai oublié de dire que ma compagne était roumaine, et elle a une théorie qui, je crois, se tient. Elle me dit, mais en fait, s'ils ne voulaient pas que Georgescu l'emporte, ils auraient dû le laisser se présenter pour le deuxième tour, parce qu'au deuxième tour, il avait les chances ou les risques, selon qu'on le soutienne ou pas, de perdre. Alors que ce qui s'est passé, c'est que vraiment toutes les élites du pays ont dit non, non, il ne faut absolument pas qu'il soit, c'est un danger pour l'Arménie, etc. Et ce qui s'est passé dans la tête des gens, c'est qu'ils se sont dit, ah oui, ils veulent pas qu'on vote pour lui. Alors on va voter pour lui. Donc ce phénomène était vraiment impressionnant. Vous avez un candidat qui passe de 22 à 23%, à 40-44% dans les sondages en espace de 2 mois. Vous voyez un peu la psychologie du peuple roumain, et c'est intéressant, il faut avoir ça en tête aussi, hein. Et d'où le report de voix massif sur Monsieur Simeone aujourd'hui du parti AUR, qui bénéficie en fait de ça. Il a dit au micro de Radio Courtoisie qu'il condamnait fermement cette attaque à la démocratie contre Monsieur Georgescu. Mais puisque, on en parlait tout à l'heure, la présidente de SOS Roumanie n'a pas pu non plus se présenter pour prendre la suite de Monsieur Georgescu. Maître Bonneau, vous pourrez expliquer pourquoi également après. Et en fait, le seul candidat qui leur reste n'est pas un candidat qui portait la même ligne totalement, Oui. mais qui reste le candidat le plus externe au système qui reste sur l'échiquier politique aujourd'hui. Et donc, c'est sur ça que se reporte le peuple roumain pour faire entendre son mécontentement. Bah, pour répondre rapidement, Simeon, le soir du premier tour, a eu à faire un choix, et pour moi, il a fait le bon. Il aurait pu dire je ne soutiendrai pas Georgescu pour pas perdre mes chances, ou parce que je suis en désaccord avec lui sur tel ou tel point. Il faut rappeler aussi que Georgescu était dans le parti avant, voilà. Et finalement, il a soutenu vraiment corps et âme Georgescu pendant cette période. Il était avec lui aux manifestations, il était derrière lui, il voulait absolument que Georgescu puisse se présenter. Il a même dit qu'il s'effacerait, qu'il ne se présenterait pas si Georgescu pouvait se gagner, voilà, et avait le droit de se présenter à cette nouvelle élection. Et du coup, Georgescu lui renvoie l'ascenseur. Voilà, maintenant qu'il ne reste plus que Simeon, Georgescu dit j'appelle mes électeurs à voter pour Simeon. Alors est-ce que ça va marcher? On le saura en mai prochain, je crois. Et je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que je reviens sur ce parallèle avec Marine Le Pen qui a été rendue inéligible par jugement. C'est vrai qu'en France, on sait très bien que, et d'ailleurs certaines attitudes et certaines déclarations de la juge à l'origine du jugement nous font quand même penser qu'il y a quelque chose d'idéologique derrière, parce qu'elle
et s'est réjoui, etc., de manière quasiment ostentatoire de cette condamnation. Parce qu'en France, il y a le syndicat de la magistrature, alors environ un tiers des magistrats y seraient affiliés, on sait que c'est un syndicat d'extrême gauche. Bon voilà, et puis le contexte en France est tel que la gauche intellectuelle et culturelle est extrêmement forte et a imprégné beaucoup d'esprit. Mais vu d'ici, on n'a pas l'impression que c'est le cas en Roumanie. Par exemple, Pierre-Marie Bonneau, vous nous disiez que Georgescu était quelqu'un qui revendiquait sa fierté d'être roumain, voilà, qu'il arborait des tenues traditionnelles, etc. Finalement, qu'il assumait un patriotisme total. C'est un problème, ça, en Roumanie. Je veux dire, est-ce qu'il y a un anti-nationalisme, un anti-patriotisme tel qui a ruiné les institutions, enfin, qui a infesté les institutions au point de vouloir abattre un candidat nationaliste? Alors, non, antipatriotisme, sans doute pas. Mais vous savez, le Roumain a d'abord une identité roumaine. Il parle roumain. Le Roumain n'a pas la même conscience de l'État que nous l'avons. D'ailleurs, je pense que dans une situation où l'État s'effondrerait, le Roumain serait beaucoup plus solide que ne le sera sans doute le Français. Un Roumain, c'est un Roumain, point. C'est un descendant d'une merveilleuse alchimie entre Das de Décébal et Romain de Trajan. L'hymne roumain le rappelle d'ailleurs. Et par contre, c'est quelqu'un qui a été pendant longtemps occupé. La Roumanie, la petite union, c'est 1859, autour d'Alexandre Cousin. C'est récent. Les impôts pour un Roumain, pendant très longtemps, ils ont servi à bâtir des palais à Topkapi ou à engraisser la noblesse magyare. Donc le Roumain n'a pas le même rapport à l'État que nous, c'est une certitude. Par contre, il a un véritable rapport à son identité roumaine. Et ça, on ne la lui arrachera pas. Ouais. Georgescu, quelque part, c'est l'illustration de ce phénomène qui est spécifique à la Roumanie, qui existe dans d'autres pays. Je pense à l'identité québécoise au Québec, par exemple. Il n'y a pas eu d'État et il y a une identité très forte qui a été préservée. L'identité roumaine, c'est quelque chose à la fois de divers. Vous ne confondrez pas l'identité ni même la langue d'un Vlach, d'un Valach, d'un Moldave, d'un Transylvanien, et même à l'intérieur de ces trois grandes unités, des sous-ensembles qu'il y a. En Monténie, vous utiliserez encore le passé simple, en roumain. Si vous l'utilisez en Moldavie, vous allez faire sourire. Il y a des spécificités très claires qui font que ce pays est profondément identitaire. Ceausescu est arrivé en leur disant, votre identité, elle est liée. Et puis, vous pouvez réussir tout seul. Vous n'avez pas besoin ni de l'Occident, ni des autres. Ouais, finalement, je vais dans le sens de Maître Bonneau. Votre question, au fond, c'était est-ce que les tribunaux, est-ce que les juges, les magistrats sont de gauche en Roumanie? Alors, je ne crois pas qu'on puisse le dire comme ça. En tout cas, pas la gauche qu'on connaît en France. Mais il y a une crainte qui est partagée quand même par beaucoup de gens en Roumanie, c'est la crainte de quitter l'Union européenne. Parce que alors autant, est-ce que la France a bénéficié de l'entrée de tous les pays de l'Est en Union européenne? On peut se poser la question, franchement. Mais le contraire, ça, on ne peut pas le nier. Depuis que la Roumanie est dans l'Union européenne, effectivement, économiquement, ça a servi le pays. La Roumanie touche des subventions, parfois accepte certaines choses de Bruxelles pour ces subventions. Et donc, il y a cette crainte. C'est surtout cette crainte qui domine. Voilà. Après, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, évidemment, bien sûr, on ne vote pas pour un candidat nationaliste quand on n'est pas nationaliste, c'est une évidence. Mais il y a aussi des choses très concrètes. Par exemple, Georgescu est un libéral. Et depuis quelques années, la Roumanie est en train de revenir à une forme, on n'est pas dans le communisme, il ne faut pas exagérer, mais de revenir à une forme de socialisme sur demande de Bruxelles. Alors ça, c'est peu connu, parce que Bruxelles demande une égalisation fiscale des pays européens afin que les entrepreneurs de l'Ouest n'aillent pas habiter en Europe de l'Est. On comprend le principe, hein, pas de concurrence déloyale. Mais sauf que ça ne plaît pas du tout à la classe moyenne roumaine naissante, ça ne plaît pas du tout aux entrepreneurs. Et je dirais que la différence, si on regarde un peu la sociologie électorale du vote patriote et nationaliste en Roumanie, c'est qu'on a des gens qui ont de l'argent, on a des gens qui font partie, on va dire, de l'élite de la société, qui votent aussi pour ces partis nationalistes. Ce n'est pas forcément le cas en France. Voilà, traditionnellement, le RN, c'est le prolétariat, la classe moyenne qui vote. Voilà, donc ça, c'est intéressant et ça donne vraiment une vraie possibilité
au parti nationaliste de l'emporter à l'avenir. Et donc on retiendra que Bruxelles fait tout pour que les entrepreneurs ne puissent pas fuir l'enfer fiscal, Voilà. mais font tout pour faciliter le fait que des poulets ukrainiens puissent inonder nos marchés et tuer nos petits producteurs. Pas de concurrence déloyale quand il s'agit de taxer, mais aucun problème pour tuer les agriculteurs. Et en effet, ça c'est quelque chose, je pense qu'en France, on a du mal à comprendre que des gens aiment l'Union européenne. Et en effet, c'est quelque chose que j'avais observé en Géorgie, où, contrairement à ce qui a été dit, tous les partis, y compris rêve géorgien, ne rêvent que d'une chose, c'est d'intégrer l'Union européenne. Et en effet, quand on leur demande pourquoi, c'est mais attendez, le cash, Oui, vraiment, hein, très honnêtement, ça s'arrête à ça, hein. bien sûr. Ce ne sont pas les valeurs de Bruxelles qui sont appréciées. Et puis alors, il y a un autre élément. Évidemment, on n'insiste pas, dans les médias français, ils n'insistent pas là-dessus. Mais beaucoup de Roumains, et quand je dis beaucoup de Roumains, c'est pas une façon de parler, craignent que la Roumanie accepte le mariage entre personnes du même sexe. Et alors là, c'est vraiment une opinion communément partagée, je n'exagère pas. Euh, et vous prenez, je sais pas, un étudiant qui est en sociologie ou en philo, vous prenez l'équivalent français, vous êtes pratiquement certain que vous allez tomber sur un étudiant qui a des valeurs de gauche, qui est pour le mariage gay, etc. En Roumanie, vraiment, de parler même à une femme de 17-18 ans, vous ne pourriez pas soupçonner qu'elle est contre le mariage homosexuel. Et en fait, c'est très important pour eux. Et ils sentent, je pense à juste titre, que Bruxelles veut leur imposer ça et que leurs élites pourraient accepter pour continuer de toucher des subventions, tout simplement. Pas forcément par adhésion, mais le fait est que, après tout, la Grèce, ça finit par céder, hein. Donc la Roumanie, peut-être, pourrait se faire avoir. Et c'est pour ça que les gens aussi votent pour Georgescu et peut-être pour 6 millions demain. Oui, 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 nous avons la c'est une espèce d'obsession, j'ai l'impression, pour Bruxelles d'imposer ce mariage homosexuel un peu dans tous les pays de l'Union européenne. Oui, et nous avons en Roumanie un élément d'histoire récente là-dessus, c'est qu'il y a quelques années à peine, l'Église roumaine, le patriarcat, nous sommes sur un pays orthodoxe. Nous sommes dans un pays orthodoxe où le patriarche est quelqu'un de très important. Où le patriarcat, donc, avait tenté de faire organiser un référendum pour bloquer toute possibilité d'instauration du mariage homosexuel. Et le référendum a échoué à très peu. Alors, ça a été un échec pour l'Église puisqu'il n'a pas pu avoir lieu. Ils n'ont pas rassemblé le nombre de suffrages qui auraient permis l'organisation de ce référendum. Mais on oublie de dire que les pressions de l'Union européenne, les pressions de l'étranger contre ce référendum ont été absolument extraordinaires. Et les Roumains ont une bonne mémoire. Ils s'en souviennent. Oui, bah, alors, moi, je vais faire beaucoup de ponts, mais en fait, parce que pour moi, on parle un peu vraiment de la même histoire globale. Avec la Géorgie, ça m'avait vraiment marqué, puisque le parti Rêve géorgien, donc qui se présentait à sa propre succession aux législatives. Alors, en France, j'entendais mes amis qui m'en parlaient, ils me disaient, mais eux, c'est les pro-russes ou les pro-UE? En fait, non, mais personne n'est pro-russe en Géorgie. Rêve géorgien qui est au pouvoir depuis 12 ans n'a pas ouvert en 12 ans d'ambassade à Moscou, ni d'ambassade de Moscou à Tbilissi, demande toujours la récupération des 20% de leur territoire occupé par Moscou, ont voté en faveur du mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine à la CPI et soutiennent l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Mais en effet, le retour de flamme de Bruxelles a été des plus violents pour deux choses. C'est quand ils ont demandé à ce que toutes les ONG et médias financés à plus de 20% par l'étranger le disent et déclarent être financés en grande partie par l'étranger, loi qui existe un peu partout en Union européenne ou aux États-Unis, mais eux ont voulu le faire. Et comme on sait que c'est Soros qui finance, ça a fait hurler et ça a failli créer une première révolution dans le pays. Et la deuxième fois, c'est quand Rêve géorgien a affirmé son soutien plein et entier à la famille traditionnelle géorgienne et a fait passer des lois en faveur de la famille traditionnelle géorgienne. Donc on voit en effet qu'on peut avoir le programme économique qu'on veut, presque le programme migratoire qu'on veut. Ils aiment pas. Ils aiment pas du tout. On l'a vu avec Viktor Orban qui s'est fait durement taper sur les doigts devant tout le monde, une honte pour la démocratie européenne. Mais quand ça parle de famille et quand ça parle de l'essence même de la société, là, il n'y a pas de négociation possible avec Bruxelles. Il faut de la dégénérescence. Il faut absolument casser voilà, vraiment la cellule la plus indivisible de notre société, qui est la famille. Et en effet, il n'y a pas de question. Donc, Non, mais quand on est d'accord, hein, il n'y a que le silence, hein. Tout à fait. Oh, une petite observation, le roumain n'est pas et ne sera jamais un grand russophile. En 1812, une partie de la Moldavie, terre historique de la Roumanie,
a été arraché à la Roumanie par la Russie des Tsars. Tout le 19e siècle est émaillé de guerres menées par les Roumains pour récupérer cette terre. Elle est actuellement un pays indépendant et elle aurait pu se réunifier lors de la chute de l'Union soviétique avec la Roumanie. Ça n'a pas été le cas. Donc pour les Roumains, c'est une nostalgie. Et Est-ce qu'il y a eu un référendum? Non, parce que je sais que dans beaucoup de régions du sud de l'Ukraine, dans beaucoup d'oblasts, il y a eu des référendums pour savoir à qui voulait être rattaché. Alors, c'était principalement Ukraine ou Russie, il me semble, notamment dans le Donbass ou en Crimée. Il n'y a pas eu, pour les territoires de locuteurs roumains, de référendum. non, il y a deux cas bien différents. Il y a la Moldavie elle-même, qui était une ancienne république socialiste soviétique, donc qui est devenue un État indépendant lors de la dissolution de l'Union soviétique. Et ensuite, il y a une partie de la Roumanie, la Herța, c'est dans le nord de la Bucovine, et notamment la ville de Cernăuți, euh, qui sont des villes roumaines, qui sont des terres et des villes roumaines, qui par contre font partie du territoire ukrainien, sont en Ukraine, et les Roumains ne peuvent que déplorer une chose, c'est que le pouvoir ukrainien se comporte exactement de la même façon que le pouvoir impérialiste russe euh, comportait envers la minorité roumaine, qui est quand même on peut le dire, persécutés dans ces pays-là et dont les droits de minorité nationale ne sont pas respectés. Donc effectivement, ça explique le courrier envoyé par Mme Sochouakla au président Poutine pour lui demander si en cas de modification des frontières ukrainiennes, et je mets des guillemets autour, il y avait des chances que la Roumanie récupère ces terres-là. Donc effectivement, il y a un gros contentieux à ce titre, et ce gros contentieux, conséquence naturelle que ce genre de contentieux peut avoir, il n'y a pas de russophilie, ni d'ukrainophilie d'ailleurs, en Roumanie. Je ne sais pas si Daniel, qui habite le pays, confirmera ce que je dis ou pas, mais je pense pas me tromper là-dessus. Oui, justement, et il me semble que non seulement il y a une position qui est un héritage historique et culturel, mais également que depuis le début du conflit en Ukraine, il y a une évolution aussi des mentalités des Roumains. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la sociologie des Roumains sur les relations internationales avec leurs grands voisins de l'Est, leurs deux grands voisins de l'Est? C'est toujours difficile d'être dans la tête d'un peuple entier. Mais bon, si on en croit les sondages et ce que j'entendais autour de moi avec les connaissances que j'ai en Roumanie, au début de la guerre, il y a quand même eu un soutien à l'Ukraine lié à, en fait, il y a cette crainte. Quand on est un petit pays ou un pays qui n'a pas la force qu'il est autrefois, on a toujours un peu la crainte de se faire envahir. On a de la compassion quand ça se produit surtout à nos frontières. Et puis aussi la peur. La peur que la Russie avance très vite en Ukraine et peut-être décide d'aller plus loin. Même si bon, la Roumanie est dans l'UE, dans l'OTAN, ça la protège de cette manière quand même. Mais c'est vrai que je dirais que ça a duré 1 an. Et au bout d'1 an, les Roumains se sont posés des questions. Alors c'est du très concret, hein, c'est pas un changement d'avis géopolitique, c'est la vie quotidienne, hein, tout simplement. Il faut voir que la Roumanie est juste en dessous de l'Ukraine. Donc beaucoup d'Ukrainiens sont arrivés, de réfugiés ukrainiens sont arrivés en Roumanie. La Pologne en a reçu également beaucoup. En Roumanie, je me souviens plus du chiffre exact, mais c'est plusieurs centaines de milliers. Et est-ce que la Roumanie était prête à accueillir autant de personnes en même temps? Eh ben, la réponse, c'est non. Donc, des logements ont été réservés à ces réfugiés. Très bien pour eux, hein, mais simplement, les Roumains se sentent lésés, ça a fait augmenter les prix. Des hôtels ont été réquisitionnés, donc le prix de l'hôtellerie a modifié. C'est des choses très concrètes. Évidemment, quand on compare à la guerre, on se dit, bon, ils sont vaches, ils sont égoïstes. Mais enfin, c'est comme ça la politique. Et c'est ce qui explique pourquoi, malgré les avis de Georgescu et même de Simion, euh, eh bien, la population se dit, bah, écoutez, nous d'abord, hein, nous d'abord, s'il faut qu'on arrête de soutenir l'Ukraine, on arrêtera. Voilà. Mais comme l'a dit Maître Bonneau, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un soutien, une volonté que la Russie écrase l'Ukraine par ailleurs. C'est un mélange entre l'indifférence et la volonté vraiment de reprendre son destin en main et d'en rester là, avec l'aide à l'Ukraine, tout simplement. Mais alors, Georgescu nous est présenté comme étant plus ou moins un agent du Kremlin, tout comme d'ailleurs François-Xavier en parlait juste avant, le candidat du parti Rêve géorgien. Bon, et en fait, quand on se penche sur la question, on voit que dans le cas de la Géorgie, ce n'est absolument pas le cas. Alors, qu'en est-il de Georgescu? Est-il véritablement pro-russe déjà dans ses propos? Et ensuite, alors ce qui lui est reproché aussi, c'est d'être financé. Bon, alors là, Voilà, au niveau judiciaire, on a une réponse qui est très claire et très simple. Non. En tout cas, les preuves, pas de preuves en tout cas. alors les preuves n'ont pas été montrées puisqu'elles n'existaient pas. Donc, il n'a pas été officiellement écarté donc de ce deuxième scrutin, de cette nouvelle présidentielle, parce qu'il avait reçu des financements de Moscou, parce que ça n'a pas été prouvé.
Voilà. Ah oui. Maintenant, la position de Georgescu, je vous dis, par exemple, sur l'OTAN, on peut être critique de l'Union européenne, on peut être critique des décisions de l'OTAN, notamment voilà, au moment de la Serbie, on l'est tous, sans vouloir forcément quitter l'OTAN. À ma connaissance, il n'a jamais dit je vais quitter l'OTAN avec certitude si vous me mettez au pouvoir. En fait, ce qu'a dit Georgescu, c'est assez simple. Il a dit je suis prêt, si je parviens au pouvoir, à euh, travailler mon amitié, l'amitié diplomatique avec la Russie, avec la Chine, avec tous les pays qui forment les BRICS, enfin qui sont membres des BRICS, si c'est nécessaire. C'est-à-dire que si Bruxelles nous oblige à choisir entre le mariage homosexuel et voilà, eh bien en fait, moi je ferai le choix de chercher d'autres moyens pour que la Roumanie s'épanouisse économiquement. Et s'il faut tourner le regard vers d'autres pays, y compris des pays non européens, eh bien on le fera. On ne transigera pas sur notre indépendance et sur nos choix identitaires et sociaux. C'est dire à quel point les Romains sont attachés à ça, parce qu'ils sont prêts donc à. Oui, voilà, rapidement, on peut aussi parler de la Moldavie. C'est vrai que la Moldavie est dans une situation économique qui est critique. On pourrait dire comment ça se fait que la population ne veut pas rejoindre l'Union européenne, au moins pour essayer. Et ça, vraiment, nos éditeurs doivent bien comprendre que toutes les nations et tous les peuples d'Europe et du monde n'ont pas une vision post-historique de la vie et et des peuples, voilà, et de l'avenir des peuples. C'est-à-dire que concrètement, vous interrogez un Moldave, il peut vous dire, mais entre guillemets, je m'en fiche. Voilà, la Moldavie va s'en sortir, c'est une phase de notre histoire où on est pauvre, mais on ne veut pas rejoindre l'Union européenne pour X ou Y raison. Et ça paraît incompréhensible pour certains Français ou certains peuples occidentaux. Ouais, ils refusent des subventions au nom du fait qu'ils veulent pas se marier avec un homme. Ils sont quoi. prêts à accepter en tout cas la difficulté. Et d'ailleurs, c'était pareil longtemps. Orban est resté au pouvoir, il est d'ailleurs toujours au pouvoir. Bon, là, il est en difficulté, mais il est resté des années, alors que parfois Bruxelles a sanctionné la Hongrie en envoyant pas d'argent parce que bien, Orban refusait les migrants. Mais tout comme les Français un peu embourgeoisés n'acceptent pas de comprendre qu'il y a un autre sujet durant les élections présidentielles que l'économie. Oui, À chaque fois, on dit bon, bah écoute, avec ce qu'on voit, avec ce qu'on entend, on est content de penser ce qu'on pense. Bah non, 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 non. Quand même, Marine est nulle en économie, ce qui n'est pas forcément faux. Oui, mais quand même, la petite Lola, genre, qu'est-ce qu'on veut faire des d'autre? choses plus importantes, mais, effectivement. oui, mais mon livret A. Mmh. Oui, d'accord. Mais bon, les vagues migratoires à Lampedusa, à Ventimille, qui traversent, qui nous envahissent à l'échelle d'une ville moyenne de province chaque année. Oui, oui, mais mon livret A. Oui, d'accord. Mais et en fait, à chaque fois qu'on essaye de montrer l'affaiblissement culturel, ethnique ou autre de la France, on nous ramène au fait que, en effet, Marine Le Pen, je ne confierai pas la charcuterie de mon quartier à gérer économiquement parlant. Et c'est un vrai problème, ça, toujours se ramener constamment à des subventions à Bruxelles, à la fiscalité, à l'économie, au développement, à l'inflation, et que ce soit le seul et unique sujet qui soit toujours traité en politique aujourd'hui. Oui, bah, je pense qu'on a du mal, nous, en France et en Europe de l'Ouest en général, à percevoir la mentalité des Roumains, des Hongrois, des Polonais, des Moldaves, etc. Parce qu'en fait, ce sont des peuples qui sont encore très croyants. C'est-à-dire que je ne sais pas quelles sont les proportions, mais la majorité des gens vont à l'église, prient, etc. Donc en fait, vivent une transcendance. Et donc pour eux, évidemment, il y a des choses plus importantes que leur livret A. Tout à fait, il n'y a pas que la vie sur Terre. Voilà, C'est ça. tout simplement. Bah, c'est ce qui fait une énorme différence, effectivement. C'est ce qui fait qu'on a les lois qu'on a en France et qu'on les a pas en Roumanie. Et pour cause, d'où le fait qu'ils soient prêts à voter pour un candidat comme Georgescu, quitte à se mettre à dos, Bruxelles. Alors sur les financements, Pierre-Marie Bonneau, il me semble qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important pour nos auditeurs à souligner ici, c'est qu'en effet, il y a eu le débat central sur le fait que la Russie aurait payé des campagnes TikTok pour faire exploser le parti de M. Georgescu, et que c'est grâce à ces publicités financées par le Kremlin qui seraient arrivées au second tour. Il me semble que la véritable histoire que tout le monde connaît, qui est à peine dissimulée, est un peu plus politico-centré sur la Roumanie, et que les deux grands partis du système ont aussi essayé de jouer avec AUR, avec M. Simion et avec M. Georgescu. Oui, clairement, les financements pour Georgescu sont venus du PNL. Ça a été établi par des caisses du PNL, enfin, du moins, de l'aide du PNL, du Parti national libéral, du parti de droite. Donc, ça a été établi par l'enquête et c'est sorti publiquement en Roumanie. Un autre élément aussi qui est important, c'est que récemment,
nous avons eu une réforme du code de la nationalité en Roumanie. Réforme qui a amené pas mal de polémiques. Il fallait avoir vécu 8 ans sur le territoire roumain pour acquérir la nationalité roumaine. Je crois que ça a été réduit à 5 ans avec quelques petites modifications, euh, j'allais dire quelques petites complexifications du chemin pour devenir roumain. Mais ce passage de 8 ans à 5 ans a énormément euh, choqué. Le débat sur la question de la nationalité roumaine est un débat qui a été important. Moi, j'en ai discuté avec un très bon ami qui est élu au Parlement européen sous les couleurs de SOS Roumanie. Euh, Effectivement, c'est quelque chose qui a choqué. Ensuite, oui, le PNL souhaitait faire baisser le score d'Aour. Donc, il a encouragé Georgescu. Georgescu était crédité, je crois, quelques mois ou quelques semaines avant le scrutin de 1%. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est passé de 15% à 23%. C'est quelqu'un qui est passé de 1% à 23%. Alors même que la campagne de Aour, de Simeon, était une campagne d'une puissance extraordinaire. Simeon a fait une superbe campagne et il s'en est sorti avec 13,9%. Alors qu'avec une simple campagne TikTok sur des positions roumano-centrées, peut-être moins technocratiques, peut-être moins savantes, eh bien, Georgescu, en disant ben, je suis roumain, j'en suis fier et je plais aux Roumains, il y a 23%. Alors même si Ça, c'est c'était important. extrêmement difficile de comparer, mais pour essayer de refixer un petit peu des parallèles possibles à nos auditeurs, donc on a en effet, hein, ce parti, social-démocrate, roumain, donc de gauche, le PNL, donc le Parti national libéral, roumain, on va dire l'équivalent de LR, heu, Voilà, avec avec une forte quand même liaison entre le parti du président et le parti du Premier ministre également. c'est ça, oui, Oui. voilà. Et donc on a ces 2 partis, hors système, donc AUR de monsieur Simeone et le parti de monsieur Georgescu. Heu, comment est-ce qu'on pourrait essayer de transposer ça? Parce qu'en fait, on sait que monsieur il y a des vues qui sont assez proches, notamment même sur l'économie, puisqu'on a parlé de libéralisme de Georgescu. Monsieur Simeone, sur ce micro, disait lui-même qu'il croyait en la libre entreprise et au marché libre. Donc il y a peu de différences vraiment idéologiques. On sait que monsieur Georgescu a brillé notamment, en imposant de nouveaux thèmes dans la campagne. Donc on a parlé de ces territoires, Mhm. de locuteurs roumains, voilà, de thèmes qui étaient un peu plus radicaux que ceux traités par monsieur Simiane. Donc en fait, ils se rejoignent un petit peu sur la doctrine de fond, mais se séparent sur les moyens d'action et sur les nouveaux thèmes abordés dans la campagne. Est-ce qu'on pourrait dire que monsieur Simiane est plus comparable à une Marine Le Pen et monsieur Georgescu à un Éric Zemmour? Mmh, pas vraiment, pas vraiment. Je comprends la volonté de créer un relief, mais je dirais dans les 2 cas, on est à droite de Marine Le Pen, hein, très clairement. Bien sûr, Mais mais dans les 4 cas. je écoutez, j'ai moi-même essayé de comprendre, hein, pourquoi finalement Georgescu a dépassé, Simeon. Alors déjà, pourquoi Georgescu a quitté UR? Alors, il y a sans doute plein de raisons qu'on ne connaît pas. Après tout, on n'est pas dans les petits papiers du parti. Mais je pense que Georgescu a cru en son destin politique. Et en fait, il a eu raison. Cet homme a un charisme exceptionnel, tout simplement. Je veux dire, quand vous êtes là, on peut comparer à Jean-Marie Le Pen en tant qu'homme. Là, je parle même pas, enfin, en tant qu'homme politique, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. Il arrive, il électrise des foules. Voilà, il fait un passage télé, tout à coup, il prend 5%. Ça, c'est exceptionnel. Bon, j'en ai parlé en fait avec des personnes de notre entourage qui sont des votants, voilà, des partis nationalistes. Alors pourquoi Georgescu est préféré? Plein de raisons. Alors déjà une chose, c'est que Simeon a déjà une allure et aussi des origines, on lui prête des origines tziganes. Voilà, tout simplement, bah, les Roumains sont pas forcément fans, hein. Il faut distinguer les Roumains ethniques, des Tziganes. Donc il y a cette petite méfiance, naturelle. Voilà, je dirais même une question d'apparence, hein. Georgescu a plus une tête de Roumain, hein. Des fois, ça se joue simplement à ça. Et puis Simeon, au fil de la campagne, a été perçu un peu comme un modéré. Voilà, en comparaison, voilà, quand on compare avec Georgescu. C'est-à-dire que, bah, sur l'Union européenne, c'est pas très clair. Il est critique, mais, en même temps, il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Donc, pour les Roumains, c'est finalement, Pierre-Marie Bonneau a dit, Georgescu a une façon moins savante de mettre les choses en avant, bah, ça lui a bénéficié. C'est-à-dire qu'il y a plein de Roumains, on leur demande finalement, quelle est pour vous la ligne de Simeon? Ils n'arrivaient pas à répondre. Alors que c'est plutôt clair, hein, c'est une ligne de droite nationale conservatrice, voilà, eurosceptique, mais sans volonté de quitter l'Union européenne, en tout cas à court terme. Et on va voir ce que ça donne, mais ça pourrait fonctionner maintenant qu'il y a le soutien de Georgescu. Donc en effet, donc pas de comparaison possible vraiment avec le système français, mais on retient quand même,
que essayer de mettre de l'eau dans son vin a failli coûter la présidentielle, même si elle l'a pas eu au final. C'est vrai. Marine Le Pen, quand Éric Zemmour était à 20%, sur des thèmes qu'elle avait abandonnés depuis très longtemps, comme quoi la dédiabolisation ne fonctionne pas et le retour de bâton est souvent violent. Mais en effet, qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux, puisque déjà, les deux sont plutôt libéraux et de droite, ce qui n'est plus le cas du Rassemblement national. On verra avec Jordan Bardella, mais ce qui n'est plus le cas pour l'instant. Non, c'est extrêmement intéressant. Et donc, du coup, Pierre-Marie Bonneau, ce second tour, vous le voyez comment? Est-ce que, alors là, du coup, j'ai le mauvais défaut de toujours vouloir ramener les choses à la France pour essayer d'imager les choses pour nos auditeurs. Est-ce que ce qu'on appelle le Front républicain en France, une alliance de tous les partis du système contre Monsieur Simion, est-ce qu'elle est possible déjà? Est-ce que la gauche roumaine peut s'allier avec la droite roumaine pour faire barrage à un nouveau venu? Et est-ce que matériellement, en termes de pourcentage, ça pourra réellement bloquer Monsieur Simion au second tour? Alors, juste avant d'écouter Pierre-Marie Bonneau, on va écouter un bobino et on revient juste après. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Chers auditeurs, nous sommes dans le Libre Journal de l'Occident, toujours en compagnie de François-Xavier Giquel, avec nos invités Daniel Conversano et Pierre-Marie Bonneau. Et Pierre-Marie Bonneau, vous alliez nous donner vos perspectives pour le second tour des élections. Alors, c'est le premier tour qui se rejoue Oui. au Le Oui. Contremer, le second tour, déjà. Ensuite, quelques observations préliminaires. Les Roumains sont attachés à leur histoire. En 2022, M. Georgescu a failli prendre la présidence du parti AUR, c'est vrai. AUR, c'est un jeu de mots en roumain, ça veut dire à la fois l'or, le métal et Alliance pour l'unité des Roumains. Et il a tenu des propos à cette époque au sujet de dirigeants passés de la Roumanie, notamment le maréchal Antonescu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le mouvement légionnaire, qui a profondément marqué la Roumanie. On n'imagine pas à quel point le mouvement légionnaire a marqué la Roumanie. Aucun mouvement nationaliste de l'entre-deux-guerres n'a marqué son pays sur le plan de la mentalité, comme a pu le faire le mouvement légionnaire. On a coutume de dire que les Roumains sont un peuple assez divisé, peut-être qu'au XIXe siècle, Tudor Vladimirescu, début du XIXe siècle, a réuni des centaines de milliers de Roumains derrière lui, ou Avramian. Mais le capitaine, c'était le cas. C'est-à-dire Codreanu, les mouvements légionnaires. Il y a des lois qui interdisent d'en parler, d'en faire l'apologie en Roumanie. Georgescu est passé outre. Georgescu a assumé pleinement que ces gens-là avaient sans doute fait des erreurs et qu'ils avaient aussi de très très bons côtés pour le pays. Ça a été assez sidérant. Ensuite, le Roumain n'est pas un homme de gauche, naturellement. D'abord, le Parti social-démocrate, c'est l'ancien parti communiste, il ne faut pas l'oublier. Et après la chute de Ceausescu, nous n'avons pas eu une démocratie en Roumanie, mais nous avons eu une révolution volée. Nous avons eu l'époque des Petre Roman, des Iliescu, les mineurs de Timișoara qui sont allés tabasser les étudiants dans les rues de Bucarest. Donc, il y a quand même là-dessus une méfiance, sinon une haine envers ce parti socialiste, c'est rouge repeint en rose. Ça change avec les nouvelles générations, effectivement, c'est moins prégnant qu'il y a 15 ans, mais ça existe encore. La Roumanie est un pays qui a connu une résistance anticommuniste extrêmement forte. Le dernier maquisard anticommuniste qui a été capturé, c'est Ion Gavrilo Goran. Il a été capturé le 23 juillet 1976. C'est-à-dire que vous avez eu des résistants anticommunistes jusqu'en 1976, et cette guérilla, la foi, c'est une chouannerie, un peu comme notre Vendée militaire. C'est une guérilla qui a fait autour de 100 000 morts, selon les estimations les plus courantes. Donc, il y a quand même là-dessus un passé qui est important. Et l'appréciation de Simion et Georgescu peut aussi se faire à l'aune de ce passé. C'est vrai. Ensuite, donc, il y a un autre élément. Alors, c'est un élément qui, effectivement, est très politiquement incorrect. Il y a eu 800 000 exilés volontaires durant le communisme de Roumanie, durant la période communiste. Ce sont des gens qui ont pu se rendre en Israël parce que, pour des raisons religieuses, historiques, ils se sentaient israéliens et non pas. Tous les gouvernements, depuis la chute communiste, ont refusé
rendre la nationalité roumaine de plein droit à ces gens-là, leur disant, pour retrouver la nationalité roumaine, eh bien, vous ferez comme tout un chacun et vous prouverez que vous êtes des Roumains. Simeone a accepté, sans doute dans un but de dédiabolisation et pour rendre sa candidature plus acceptable, de renoncer à cela en disant oui, oui, moi je le rendrai en nationalité roumaine, c'est pas grave. 800 000 voix pour un pays où on vote peu comme la Roumanie, c'est énorme. C'est ce qui avait fait fuir à l'époque Diana Sochoaca du parti d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a créé SOS Roumanie. Et quant à M. Georgescu, oui, effectivement, il a tenté sa chance parce qu'il a un quand même extraordinaire, et ça, je rejoins totalement Daniel là-dessus. Mais il y a aussi cet élément. M. Simeone n'osera jamais réhabiliter publiquement ou parler publiquement du bon côté de la Roumanie des années maudites. Pour M. Georgescu, ça ne pose aucun problème. Et pour M. Georgescu, critiquer avec toute la distance possible, parce qu'il n'est pas hostile nécessairement, certaines populations, ça ne pose pas de problème. Simplement, son souci permanent, c'est les Roumains. Est-ce que c'est bon pour lui? Lui aussi, il l'a pris à son propre peuple. Ça s'appelait. Oui, c'est vrai que quand on a mentionné les arguments qui ont été mis en avant pour interdire Georgescu donc d'élection présidentielle, il y avait celui-là, c'est assez incroyable. C'est une ligne, hein, mais dans le rapport, voilà, il est indiqué, cet homme cite Codreanu, il en parle. Donc il peut pas se présenter. Enfin, je veux dire, c'est clair. Au moins c'est clair, hein, voilà, mais oui, et encore une fois, pour revenir à sa popularité, il faut bien comprendre comment fonctionne, enfin, quel est l'état d'esprit roumain. La radicalité, quand elle est jugée juste, elle n'est pas perçue comme quelque chose de mauvais en Roumanie. On peut se poser la question, est-ce que le peuple français, alors il y a plein de raisons, hein. Par exemple, la population est très vieillissante en France. On a un peu moins ce phénomène en Roumanie parce que la pyramide des âges n'est pas la même en Roumanie. La Roumanie a continué de faire des enfants plus longtemps que la France. Donc il y a encore beaucoup de gens, beaucoup d'actifs et pas mal de jeunes. Euh, alors est-ce que c'est le vieillissement de la population française? Je ne saurais dire, ou l'idéologie. Mais on l'a vu, quoi qu'on pense d'Éric Zemmour, on peut ne pas être un électeur d'Éric Zemmour, mais ce qui a été reproché à Éric Zemmour, y compris d'ailleurs, hein, par des gens de droite, c'est il va trop loin, il est trop radical, il dit des choses qu'on peut pas dire, c'est Oui. pas applicable. Enfin, oui, toutes ces D'ailleurs, bêtises. juste j'ai une petite parenthèse là-dessus, parce que on peut faire le lien justement avec les déclarations de Georgescu. Éric Zemmour, lui, fait pas la promotion du maréchal Pétain, mais disons qu'il en parle comme voilà, quelqu'un qu'on devrait considérer dans l'histoire de France et qui ne soit pas voué aux gémonies. Et alors, bon, alors en France, il n'est pas encore interdit d'inéligibilité, mais il a quand même été condamné à 10 000 € d'amende. Donc ça va un peu dans le même sens en fait. Ouais, ben, effectivement, il y a des sujets sensibles, alors qu'Éric a échappé à personne qu'Éric Zemmour est juif lui-même. Alors, Éric Zemmour serait-il antisémite, ou est-ce que c'est simplement quelqu'un C'est possible. qui regarde l'histoire avec un peu d'objectivité? Et concernant du coup, Maître Bonneau, vous avez parlé donc de certaines composantes de la population roumaine. Il me semble que la question des minorités en Roumanie est aussi quelque chose de brûlant, puisqu'on parlait tout à l'heure des Tziganes et en effet, il y a une forte minorité, rom, en Roumanie. Il y a eu, des problématiques politiques, liées à ça, ces dernières années. Heu, Comment ça pèse sur le débat, de ces présidentielles actuellement? Est-ce que c'est vraiment au centre des débats? Est-ce que c'est un électorat à gagner? Ou est-ce que c'est un fardeau pour une partie de la population, pour l'identité roumaine tout entière? Comment c'est perçu et comment ça pèse sur ces élections? Alors, la communauté rom est importante. Elle vote pour ceux qui la payent. Il y a une corruption énorme vis-à-vis de la communauté rom, et je pense que ce n'est pas là-dessus Daniel qui me contredira. Ensuite, la communauté rom, elle a été américanisée. Nous avons ce que les Romains appellent les pentecostales, c'est-à-dire les pentecôtistes. Beaucoup de Roms se sont américanisés, ont quitté l'orthodoxie. Ça, c'est peut-être plus grave pour un Roumain qui quitte l'orthodoxie. Alors, il y en a eu, et il y a tous les uniates de Transylvanie, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a une église gréco-catholique importante en Transylvanie notamment, parce que c'est un pays qui a connu pendant longtemps l'occupation étrangère, celle de l'Empire des Habsbourg. Mais le développement du pentecôtisme, du protestantisme sous ses formes les plus américanisées au sein de la communauté rom interpelle. Et ensuite, vous avez une autre minorité nationale importante, celle des Magyars, celle des Sicules, qui sont majoritaires dans une partie de la Transylvanie. Et
effectivement, ils ont un parti. Alors, le parti, c'est l'UDMR. Je crois que c'est l'Union démocratique des Magyars de Roumanie, qui sont non, c'est un parti ethnique. Et effectivement, lorsque ce parti prend position, il prend position non pas en fonction de la population roumaine globalement, mais en fonction des intérêts de la population magyare hongroise de Roumanie. Et ce parti est rentré dans plusieurs alliances. Ça pose un problème pour les Roumains, effectivement, puisque pour eux, c'est un parti de l'étranger. Donc, le problème des minorités est un problème important en Roumanie qu'il ne faut pas négliger, surtout si on y rajoute le problème des irrédentismes roumains avec l'union tellement désirée avec la Moldavie, au moins mythiquement, et la récupération des terres volées par l'Union soviétique et données à la République socialiste soviétique d'Ukraine, est devenue l'Ukraine actuelle, moins territorialement. Je voudrais ajouter quelque chose, hein, tout ça est très juste. Là, il s'agit de groupes ethniques qui sont présents en Roumanie depuis longtemps, parfois même des siècles. Mais il y a un nouveau sujet en Roumanie qui est l'immigration. Alors c'est vrai que quand on parle de Roumanie, on pense pas forcément à l'immigration, parce que c'est un pays qui, évidemment, c'est pas comparable avec la situation en France. Mais depuis notamment, en fait, depuis la fin du Covid, environ, enfin la fin des mesures anti-Covid 2022, l'immigration légale, hein, je dis bien l'immigration légale, a explosé. En Roumanie, on parle de centaines de milliers d'arrivants, hein. Je crois qu'en tout, on est à 150 000. C'est quand même important, hein, dans un pays qui est moins peuplé que la France. Alors, pour quelles raisons? Déjà, beaucoup de Roumains ont quitté la Roumanie parce que leurs commerces ont fermé pendant le Covid. Donc, ils sont allés tenter leur chance ailleurs. Bon, il y a toujours une volonté d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, hein. Même si la Roumanie va mieux, il y a beaucoup de Roumains qui veulent essayer de faire leurs études ailleurs. Donc, ça fait beaucoup de départs. Et puis, Alors que les jeunes médecins français viennent faire leurs études en Ouais, c'est Roumanie absurde, par manque de absolument. place dans notre pays. Mais tout à fait juste. À Cluj, vous avez une faculté où il y a énormément de Français, parce que le diplôme, enfin l'examen est d'une complexité en France qui est absolument délirante, alors qu'il faut des médecins, hein, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Et alors, la Roumanie va mieux économiquement qu'autrefois, donc elle devient un pays attractif. Bien sûr, on ne peut pas le considérer en tant que Français, mais quand vous êtes Népalais et vous voyez en fait les salaires moyens en Roumanie, vous dites pourquoi pas. Donc évidemment, il n'a pas fallu plus de 2-3 ans pour que cette immigration pose problème. Et eh bien, les Roumains, qui l'a subi, hein, ça c'est la même chose un peu partout, les classes populaires. Évidemment, ces gens sont logés plutôt à la périphérie de Bucarest. Alors évidemment, pour l'instant, ça reste quand même quelque chose de résiduel, on va dire, qu'on retrouve dans des grandes villes comme Cluj, Brașov un petit peu, et puis surtout Bucarest. Mais c'est un argument, hein, c'est un argument. Vous interrogez les Roumains, ils disent non, mais c'est bon, maintenant, il y en a marre. Et comme chez nous, il n'y a que les partis de droite nationale qui ont un discours contre cette immigration, qui veulent la réguler, la réduire, la contrôler, en somme. Alors, la question que je me pose, c'est. Oui, pardon, allez-y, Pierre-Marie Bonneau, je réagirai après. C'est quelque chose que j'ai pu constater moi-même. J'étais en novembre dernier en Roumanie. Alors, j'ai constaté 2 choses. D'abord, que les manifestations de l'entre-deux tours contre Georgescu étaient particulièrement squelettiques. J'ai vu du monde, mais pas les centaines de milliers de personnes qui paraissaient sur nos médias. J'ai vu du monde arriver dans des bus, notamment avec 4-5 personnes qui descendaient d'un bus venu de l'autre bout du pays. Ça m'est arrivé en venant du côté de la place de l'université de le voir. Et puis, j'ai vu également une immigration. C'est vrai que dans les restaurants roumains, on voit dans les arrière-piscines, Oui. généralement, des non-roumains et des gens originaires de Ondendu, enfin, de Valais, de cette région du monde, en quantité, ce qu'on ne voyait pas avant. C'est une réalité. Cette réalité, elle est tangible, elle est touchable, on la voit. On la voit et la Roumanie change d'année en année. J'y vais depuis une quinzaine d'années, très régulièrement et on voit le changement, effectivement. Oui, c'est. De rejoindre la On le voit particulièrement à Bucarest, effectivement. Puis comme c'est arrivé vite, ça a choqué beaucoup de monde. Donc je ne suis pas bien certain que ça continue. En tout cas, il y a eu une réaction électorale qui est... Oui, qui a été rapide, du coup. Oui. Ce que je voudrais aussi ajouter, alors ça n'a pas de rapport avec le sujet présent, mais revenir un petit peu sur les questions du mariage entre personnes de même sexe, ça ne m'obsède pas du tout, mais par contre, ça obsède les Roumains. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que, alors il y a une Gay Pride en Roumanie, et j'ai eu la curiosité d'y aller une année. Et je peux vous... Bah oui, pourquoi j'habite dans la ville, pourquoi pas, on va voir ce qui se passe. Je peux vous assurer qu'il faut lutter pour trouver des Roumains. Voilà. Ah oui. Alors, je me suis renseigné, j'ai essayé de comprendre, en fait, comment il y a quand même quelques milliers de personnes, disons 5 ou 10 000. Alors, qui sont ces gens? Alors, bon, vous avez les expatriés, hein, qui ont des valeurs progressistes, qui viennent, des homosexuels, évidemment, qui sont là. Et puis, vous avez des avions qui sont affrétés
pour que des manifestants qui viennent d'autres pays Oui. défilent dans la rue pour faire le nombre. Voilà. Et pour qu'ensuite il y ait des images et que certains journalistes, certains médias, il y a des médias de gauche partout, hein, disent mais regardez, il y a une vraie ferveur. Écoutez, vraiment, les Roumains veulent que ça change. Ils veulent que le mariage homosexuel soit voté. Alors que pas du tout. C'est vraiment. Comment je m'en suis rendu compte au début, j'ai vraiment essayé de comprendre. J'ai vu un certain nombre de personnes africaines, alors que vraiment il y en a très peu dans le pays. Je me dis, mais d'où viennent-ils en fait? Et ce sont des étudiants qui en fait viennent pour un week-end à Bucarest, de France, d'Allemagne, Enfin, ça y est, par Soros. ouais, ou d'autres associations, mais effectivement c'est à noter. D'accord. Donc, allez-y, oui, Pierre-Marc. Sachant qu'également là-dessus, il y a aussi une réaction. Moi, j'ai vu des manifestations organisées contre le mariage homosexuel, notamment par la communauté identitaire à Cluj, je pense, et par Noua Drepta, la nouvelle droite, qui a maintenant des députés au moins un député dans le cadre de SOS Roumanie de Soșoacă, mon confrère et ami Tudor Ionescu, organiser donc des manifestations organisées avec du monde, hein, des manifestations contre la Gay Pride. Je crois même que le Gay Pride a été interdit par les autorités roumaines, je pense que c'était à Bucarest, il y a quelques années, parce qu'elle se déroulait durant le carême précédent le 15 août. Donc, ils n'ont pas interdit la Gay Pride en tant que telle, en disant vous pouvez faire votre démonstration. Mais bon, pendant le carême avant le 15 août, non, là, ça passera pas, ça va pas le faire. Donc, faites-la après. Imaginez ça en France. Oui, ce serait l'inverse. On pourrait annuler le 15 août à la limite pour faire une Gay Pride, mais oui, c'est ça. L'inverse, je ne pense pas. Mais alors, la question que je me pose, c'est face à ce déni de démocratie qui est quand même évident, parce que pour vraiment synthétiser l'affaire, on a un candidat qui se présente, qui est donc favori, qui est numéro 1 du classement à la fin des élections. À ce moment-là, on dit il y a un soupçon qu'il soit financé par le Kremlin. Donc, on va mettre un moratoire sur les élections, faire une enquête. On fait l'enquête, on s'aperçoit qu'il n'est pas financé par le Kremlin. Et donc là, en dernier recours, on trouve une nouvelle excuse un peu sortie du chapeau pour l'interdire. Donc c'est quand même assez évident qu'on voulait le faire interdire pour une raison ou pour une autre. Voilà. Comment réagissent les Roumains à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils acceptent le fait et ils vont se reporter sur un autre candidat sans trop montrer de résistance, ou est-ce qu'ils vont manifester leur mécontentement? Est-ce qu'ils attendent un recours peut-être? Le recours, l'appel a échoué, hein. Ouais. Donc Georgescu a fait appel et malheureusement ça a été confirmé. Je crois que maintenant que Georgescu s'est rangé derrière Simeone, les gens qui le soutiennent ne vont plus, on va dire, faire de grabuge. Mais avant, oui, il y a eu des manifestations très importantes. Il y avait des milliers de personnes. Les photos étaient impressionnantes, hein. On dézoomait, on voyait du monde. C'était noir de monde, vraiment. Donc, non, ça a choqué et ça n'aide pas les Roumains à avoir confiance en leur système. Voilà, après, bien sûr, il y a une forme de renoncement, de résignation. Voilà, maintenant, ils ont un autre candidat qui est Simion. Ils vont probablement se ranger derrière. On verra, le deuxième, c'est pas gagné, hein. Au deuxième tour, il y a aussi beaucoup de Roumains qui sont non pas antinationalistes, mais qui s'inquiètent du fait que la Roumanie change d'allégeance, hein. Change d'allégeance, on va dire ça comme ça. Et donc, eux vont sans doute voter contre Simion. Mais moi, je dirais quand même ce que je conserve, ce que je garde en tête, c'est que, alors que la Roumanie a ses problèmes, on va dire, par exemple d'immigration ou ses problèmes de valeurs depuis peu d'années, la réaction en fait a été très rapide, hein, du peuple. Donc il y a une mobilité électorale qui est vraiment très différente de ce qu'on a en France. Et donc c'est assez difficile à prévoir de ce que les Roumains vont choisir de faire dans 4, 5, 10 ans. On est vraiment sur le qui-vive. C'est peut-être pour ça aussi que Simeone fait très attention à sa communication désormais. Encore une fois, sur le micro de Radio Courtoisie, il y a quelques jours, quelques semaines, il avait vraiment dit son attachement à ce qu'il appelait le monde libre. Il l'a répété 3-4 fois en disant le monde libre, c'est l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Et c'est le monde libre qui est en jeu aujourd'hui. C'est pour ça que je soutiens l'Ukraine, etc. Donc, et voilà, il a eu en effet des propos précautionneux vis-à-vis de l'Union européenne quand il voulait imposer certaines normes. Est-ce que maintenant, il n'essaye pas de rassembler derrière sa candidature? Est-ce qu'il n'essaye pas de... Il essaie de gagner, hein. Voilà, En un mot, il essaie de gagner. exactement, de gagner et de rassurer un peu tout le monde, oui.
Parce que Pierre-Marie Bonneau, vous qui vous rendez très, très régulièrement sur place, je ne sais pas si vous avez un panel d'amis très diversifié politiquement en Roumanie. En Roumanie, est-ce que vous sentez vraiment ces divisions, même familiales? Je sais que vous parlez à des gens de toutes les couches et toutes les strates de la société et que notamment dans votre métier, vous défendez beaucoup de Roumains en France. Est-ce que dans la diaspora même, vous sentez ces mêmes tiraillements? Est-ce que vous sentez ces divisions dans les familles? Ou est-ce que vous sentez vraiment qu'un vent nouveau est en train de tourner sur la Roumanie? Alors, s'agissant des Roumains de la diaspora, ce sont des gens qui ne parlent pas politique, du moins avec leur avocat. J'ai essayé à 2-3 reprises, pour les plus cultivés d'entre eux, pour certains dont j'estimais qu'ils avaient sans doute des prises de position, d'aborder le sujet. Heu, ils ont tiré en touche, ils ont éludé. Pour les Roumains de Roumanie, il y a une chose qui est assez curieuse, c'est que les nationalistes les plus fervents, c'est-à-dire ceux qui portent la mémoire de la résistance anticommuniste et la résistance légionnaire anticommuniste. C'est-à-dire ceux qui, ne se sont pas cachés d'avoir été, quand c'était autorisé, eux-mêmes légionnaires, sont les plus attentistes. Je m'entends très, très bien avec les membres de la fondation Ion Gavrila Goranu, son secrétaire général, qui est un ami, c'est quelqu'un qui est d'un courage extraordinaire. Chaque année, il va à Tâmcăvești rendre hommage, au capitaine, à Corneliu Codreanu et aux 13 de ses camarades, chefs légionnaires, commandants légionnaires, qui est assassiné de façon ignoble par les autorités du roi Charles II, en 1938. Heu, chaque année, il est poursuivi pour cela, il fait de la garde à vue, il recommence chaque année. Il a un courage politique extraordinaire et pourtant, quand on discute géopolitique, il est favorable à l'arrivée des Américains, à l'occupation de son pays par les Américains contre le danger russe. Il y a un tropisme atlantiste de la droite la plus dure en Roumanie, c'est-à-dire de ceux qui sont les héritiers, au sens général du terme, qui est quand même assez extraordinaire. Au contraire, parmi des gens qui, même s'ils peuvent mentionner l'existence d'Antonescu, de Codreanu, n'en sont pas les héritiers ou du moins ne sont pas présentés comme tels, ce tropisme existe moins. Ce tropisme existe moins et il peut y avoir un détachement, des valeurs atlantistes ou du moins non pas des valeurs, mais de l'alliance atlantiste, si jamais l'intérêt de la Roumanie le permettait. On a eu ça, il y a quelques années, moi des amis légionnaires fait les gros yeux lorsque j'ai osé parler de lui avec, Vadim Tudor. Vadim Tudor était, un homme politique qui est arrivé, je crois, au second tour de la présidentielle il y a quelques années, qui avait de très bons scores, qui venait du parti communiste et qui avait fondé un parti qui, finalement, n'a pas disparu, mais moins influent qu'avant, qui s'appelle le PRM, le parti de la Grande Roumanie, pas Partidul României Mare. Le parti de la Grande Roumanie, est tenu par un ancien communiste, Vadim Tudor. Parler de Vadim Tudor qui, lui, était nettement moins, centré sur l'alliance, atlantique et le destin européen de la Roumanie, ancien légionnaire, c'est-à-dire un extrême droitiste, enfin, j'aime pas le terme d'extrême droite, mais le nationalisme historique roumain, et eux, on vous claquera la porte au nez. Donc, il y a une distribution des idées politiques et des allégeances en Roumanie qui est propre au pays, qui est totalement différente de ce qu'on pourrait avoir, dans un pays comme la France par rapport au classement politique. En France, eh bien, il y a une droite, j'allais dire atlantiste, relativement atlantiste, plus incarnée avec Bruno Maigret ou Lucien Bruno Maigret, il y a des décennies, et qui existe toujours, et qui est classée comme moins extrême, si j'ose le dire, que la droite qui tape du poing sur la table en disant l'Alliance Atlantique. Non, jamais. La France seule. En Roumanie, ce n'est pas le cas. Les accointances politiques n'obéissent pas aux mêmes lignes de force qu'en France. Il faut bien en prendre conscience. Et donc, Daniel Conversano, vous ajoutez aussi, mais ça va dans ce sens-là, vous qui connaissez bien la politique européenne, française très, très bien Oui. et roumaine particulièrement bien, aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, on a tendance à droite à voir un espoir dans ces pays, à voir dans la Hongrie un espoir de résistance face à l'axe du bien, à voir en la Pologne Oui. un axe de résistance traditionnel, la Géorgie peut-être demain. Est-ce que du coup, par ces particularismes roumains,
on peut espérer que la Roumanie puisse rejoindre un axe commun avec les pays que je viens de citer Ouais. pour faire basculer l'Union européenne dans quelque chose de plus moral, de plus sain et qui respecte les volontés des peuples. Mais il y a eu un espoir à un moment donné, c'était l'espoir Visegrad, hein. C'était, voilà, ces pays en Europe centrale, qui avaient des valeurs conservatrices, identitaires. On se demandait si une autre Europe allait pas naître au sein de l'Europe. Et puis finalement, qu'est-ce qui a brisé un peu ce rêve? C'est, bien les vieux antagonismes, hein. Voilà, les positions, par exemple, Orban a une position, sur la Russie qui est modérée, voilà, il ménage un peu la chèvre et le chou, il n'est pas totalement contre l'Union européenne, mais enfin, voilà, il veut réduire l'aide à l'Ukraine et il veut surtout pas se fâcher avec la Russie et la Pologne n'aime pas ça du tout parce que vraiment, il y a une unanimité en Pologne contre la Russie. Bon, pour des raisons historiques qu'on peut tout à fait comprendre. Alors, qu'est-ce qui rend difficile? Je vois, hein, le projet que vous avez en tête, mais vous savez, les antagonismes entre la Roumanie et la Hongrie, ça existe toujours, hein, et donc je vois mal comment ces pays pourraient faire, front commun. On pourrait le souhaiter, hein, pour des raisons civilisationnelles, européennes, historiques, mais je ne suis pas certain que ça soit possible. Voilà, mais c'est vrai qu'on arrive un peu aux limites des comparaisons politiques aussi entre pays, parce que, tout à l'heure, on a parlé de la gauche, socialiste roumaine. Par exemple, la gauche socialiste roumaine n'est pas, progressiste sur le plan des mœurs. Voilà, donc c'est parce que c'est comme l'a dit, Pierre-Marie Bonneau, effectivement, elle est issue de l'ancien parti communiste qui n'était lui-même pas un parti progressiste du tout. Évidemment, ils le sont restés et ils ont beaucoup d'électeurs qui sont âgés et en Roumanie, les personnes âgées ne sont pas du tout, progressistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, en France, il y a quelque chose qui nous agace énormément, nous les patriotes, c'est que les expatriés, qui vivent dans des pays, où on vit bien, croyez-moi, on vit très bien dans ces pays-là, depuis l'étranger, votent Macron et voire même Mélenchon très fort et alors que les Roumains, la diaspora roumaine qui vit en Occident a tendance à voter pour les partis nationalistes roumains. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors tout à fait, Pierre-Marie Bonneau l'a souligné, les Roumains n'aiment pas parler de politique, hein, ça c'est vraiment quelque chose, c'est très différent des Français, hein. N'importe quel Français, voilà, vous faites un covoiturage avec un Français, il va vous parler politique, tout le long, en partant d'ailleurs du principe que vous êtes de gauche. Oui, oui, c'est bon. Se pose pas la question. Je veux dire, c'est plus facile Voilà. pour certains que pour d'autres. Voilà, moi, je vais vous donner un exemple très concret. Ma compagne a évidemment des amis, hein, des amis qu'elle a gardés de sa faculté, de ses années faculté. Je suis incapable de vous dire pour qui ces personnes votent. Ah oui. Je n'en ai pas la moindre idée. Vraiment, même par suggestion, il faudrait vraiment être dans leur cerveau. Mais en tout cas, on a les sondages sortis des urnes. La diaspora, notamment qui habite en France, a tendance à voter AUR. Donc ces gens viennent en Occident, bon, et ils voient les bons côtés, puis ils voient aussi les mauvais. Et c'est intéressant. Oui, il y a une lucidité, j'imagine, j'imagine parce que justement, ils ont peut-être pas de biais idéologique. C'est vrai que nous, en France, on parle beaucoup de politique, Oui. aussi parce que, oui, c'est culturel. C'est-à-dire que, les chaînes d'information, ils en parlent en permanence, enfin. Je dirais aussi un pragmatisme, tout Ouais. simplement. On va essayer des choses, ça marche pas, on arrête. Mmh. Voilà. Par exemple, au début, les Roumains n'étaient pas forcément défavorables à l'immigration, dans le sens où ils se disaient: «Ah, enfin, on est suffisamment attractif pour recevoir Oui. les gens, c'est-à-dire les gens veulent venir chez nous». Et puis, une certaine migration se comporte mal, ils sont là: «Ah bah non, attendez, on va mettre AUR, on va mettre Georgescu, il faut calmer les choses». Vous voyez? Et ça, il y a un dynamisme. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque Oui, chose qui est ouais. plaisant. Parce que, en fait, finalement, si je comprends bien, les divisions, entre les partis sont faites surtout sur, des questions économiques ou des questions comme ça. C'est vrai que nous, en France, il y a des divergences, vraiment, sur des questions morales. Entre les conservateurs, quoique ça se lise quand même énormément parce qu'aujourd'hui, même un parti comme le Rassemblement national, finalement, ne remet pas en cause, ni le mariage gay, ni, bon, à part l'immigration. En fait, l'immigration est devenue le sujet central. Mais c'est vrai que, comment dire? La comparaison entre les pays atteint ses limites parce qu'en effet, comme dit, Pierre-Marie Bonneau, la droite la plus radicale, de Roumanie va être complètement atlantiste. Peut-être est-ce lié Oui. aussi, au fait que, la puissance militaire de la Roumanie est moindre par rapport à la France. Alors, Bien en sûr. effet, en France, alors après c'est un débat, mais certains, s'imaginent qu'on pourrait très bien, faire, sans les États-Unis parce qu'on a 200 têtes nucléaires et que finalement, on pourrait faire la dissuasion nucléaire nous-mêmes. Mais c'est le cas. Je veux dire, qu'on soit pour ou contre, objectivement, si la France sort de l'OTAN, elle n'est pas attaquée le Oui, lendemain oui, par oui. une force étrangère. La Roumanie, bon, on peut se poser la question. Mmh. En Oui, tout c'est cas, le risque pragmatisme, en existe. fait. Le D'où risque le existe. Ouais. C'est ça, c'est une vision pragmatique finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-Marie Bonneau? Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça, avec également des éléments historiques. Il ne faut pas oublier que le mouvement légionnaire, européen a été persécuté
Le mouvement légionnaire, c'est le mouvement qu'on pouvait assimiler, même si ça serait sans doute une erreur, au fond, au mouvement nationaliste à chemise de l'entre-deux-guerres, à chemise de couleur. Ce mouvement n'a pas été condamné en 1945. Pourquoi? Parce qu'il était illégal sous le gouvernement du maréchal Antonescu, et donc il a été jugé totalement innocent des crimes qui ont pu être commis en Roumanie par les forces de l'Axe ou leurs alliés. Il a été puissamment aidé pendant la guerre froide par l'Occident. D'abord parce que ses chefs historiques étaient réfugiés en Occident. Je pense à Orias Sima en Espagne. Et ce mouvement a donc bénéficié d'une assistance de tous les jours par les forces américaines. Les barrages-futage, les maquis anticommunistes roumains ont été systématiquement aidés par l'armée américaine et par les services secrets américains. Ça explique peut-être ce tropisme pro-américain. Et d'ailleurs, les militants de ces mouvements ne comprennent pas que ce soit interdit. Ils disent, on n'a pas de sang sur les mains, on s'est toujours bien comporté. Pourquoi est-ce que vous nous dites que c'est pas bien? Pas réaliser que ce sont leurs propositions politiques qui vont à l'évidence contre l'esprit du temps occidental, alors même qu'elles sont souvent partagées par une grande partie de la population roumaine. Oui, bah, c'est vrai que, encore une fois, c'est vrai que comment dire? L'histoire, des pays influe énormément, même si alors le communisme roumain, n'a peut-être pas été le pire, j'imagine que ça devait quand même être, un moment désagréable. Mais d'où le fait qu'effectivement, ils se disent, mieux vaut les USA que la Russie communiste peut-être. Ouais. J'imagine. Nous en France, bon, c'est vrai on n'a pas vécu le communisme, donc on a encore un parti communiste et une extrême gauche extrêmement forte. Ouais. Heu, Mais c'est intéressant de parler de ça parce que en France, le le marxisme est encore utilisé, comme un outil rhétorique, plutôt positif. oui, c'est vrai. Et en Roumanie, bon, Même à droite. il y a une gauche en Roumanie, hein, il y en a malheureusement un peu partout, mais la gauche ne peut pas utiliser le marxisme comme un tremplin pour ses idées. Ça marche pas du tout là-bas. On peut pas vraiment parler de marxisme culturel parce que dès qu'on perçoit en fait dans un discours une forme d'égalitarisme, l'idée de l'homme nouveau, etc., ça marche pas Il du y a une tout. méfiance, oui. Ça marche pas du tout. Ouais, vraiment, ça marche pas du tout. Ce qui peut marcher le mieux, c'est de dire en gros, il faut qu'on copie les Américains parce que les Américains ont de l'argent. Ouais. Voilà, ça peut marcher. Alors, c'est complètement absurde, hein. On va dire: «Regardez, les Américains, l'Amérique est un pays multiculturel, ils ont de l'argent, donc il faut être multiculturel pour avoir de l'argent». Ouais. Voilà, ça marche sur certains roumains, mais pas du tout, l'idée de l'égalitarisme et du gauchisme au sens où on l'entend en France. Oui, bah, c'est vrai que le marxisme culturel en France, c'est mais même à droite, hein. Je veux dire, je me souviens qu'Éric Zemmour, parlait à je ne sais plus quelle personnalité d'extrême gauche, je sais plus si c'était Clémentine Autain ou quelque chose comme ça, il disait, «Je suis plus marxiste que vous». C'était presque, Oui, oui, c'est ça, c'est une ouais. qualité, il faut se battre pour être le plus marxiste possible. Bon, bah, c'est vrai que là-dessus, faut qu'on s'inspire de la Roumanie, entre autres. Mais ceci dit, on peut aussi s'inspirer des USA, on en parlait dans la dernière émission. Vu qu'on suit un petit peu tout le temps ce qui se passe aux USA, on se disait qu'avec l'arrivée de Trump, ce serait peut-être l'occasion de continuer à suivre, mais bon, finalement, non, on s'en éloigne. Alors, Alors ça, c'est quelque chose qui va être intéressant, je pense, à voir dans les prochaines années, parce que pour l'instant, on commente beaucoup sur ce que fait Trump, mais en fait, je disais à un débat il y a pas longtemps, à quelqu'un qui me disait, «F ça va, il nous reste que 4 ans» et j'ai dit: «Non, mais en fait, surtout, ça ne fait que 2 mois. Calmez-vous!» Et en fait, j'étais à Londres à la conférence de l'ARC, qui est une grande conférence des conservateurs occidentaux et il y a quelque chose qu'on a observé, c'est une omniprésence des Américains, alors qui, eux, venaient tâter le terrain, Mmh. mais surtout quand on voyait la cour d'Européens qu'ils avaient autour, qui essayaient de grappiller 5 minutes de leur temps pour leur tendre une carte de visite de tel mouvement politique européen, de pays du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Sud et en fait, on voit que Donald Trump a mis fin, pour l'instant, à l'USAID, Mmh. mais je sens qu'il y a quand même une autre stratégie. Non plus vassaliser les États du Sud par une aide massive financière qui les oblige à suivre la politique américaine, mais à soutenir, et on l'a vu avec Elon Musk notamment en Allemagne, à soutenir des mouvements d'opposition en Europe.
Oui. pour que l'Europe s'aligne sur les intérêts américains, clairement. On pourrait dire pour que l'Europe se réveille Oui, oui. et défende les valeurs de toujours de l'Occident. Mais non, c'est clairement pour que les Européens s'alignent sur les intérêts américains. Mais on le sent. Et en effet, Monsieur Simeone, je l'ai rencontré à Londres. C'est là qu'on a pris attache la première fois. Et il était bien entouré. Et je ne parle pas de femmes. Ça m'étonne C'est pas. bien entouré par des gens venus d'outre-Atlantique, et ouais, des gens qui le soutiennent, au moins moralement. Et je pense que dans les années à venir, pas seulement en Roumanie, hein, mais dans tous ces pays européens dans lesquels des élections vont arriver prochainement. On a vu encore une fois Marine Le Pen, hein, qui a eu des tweets de soutien après sa condamnation un peu partout, notamment d'outre-Atlantique, et notamment de Donald Trump, fameuse interview dans son bureau. Et je pense que dans les années à venir, les Américains vont essayer de peser de tout leur poids sur les prochaines élections qui auront lieu Ouais. un peu partout en Europe, pour aider les partis d'opposition. Écoutez, chers amis, on s'achemine petit à petit vers la fin de l'émission. Pour conclure, comment on peut envisager la suite? Est-ce qu'on peut, malgré tout, malgré cette attaque à la démocratie roumaine, espérer une issue positive des élections qui vont arriver avec peut-être l'élection du parti AUR? Est-ce que ce serait une bonne chose? Et est-ce que c'est probable? Comment vous voyez les choses? Probable, oui, c'est une possibilité, si Simeon pourrait l'emporter. Il faut voir quand même que, en Roumanie, le président a un peu moins de force, qu'en France, hein. C'est le système politique, roumain. Il y en a, mais pas autant qu'en France. Donc, si Aour parvient au pouvoir, en tant que président, voilà, si Simeon y parvient, je ne peux pas dire que le pays va changer radicalement. Mais ce serait un bon signal et ce serait une bonne chose. Personnellement, je le souhaite. Voilà, maintenant, c'est vrai que c'est incroyable de voir que les juges décident qui peut se présenter ou pas. Voilà, mais de la même manière que la censure historiquement a toujours été contournée. Ça, ce sont des blessures d'ego qui restent dans la tête des gens et voilà, si c'est pas pour cette fois, ce sera pour la prochaine, hein. Il faut toujours garder l'espoir. Globalement, cette évolution des mentalités, elle est positive. On voit que partout en Europe, les partis de droite, ont de plus en plus de succès et ça montre qu'il y a un ras-le-bol, en fait, général, bien sûr. Bah, on peut espérer peut-être, Pierre-Marie Bonneau, vous allez nous dire que petit à petit, la droitisation, des pays d'Europe, continue et que l'Union européenne finisse par devenir, une Union européenne, nationaliste. Vous avez 4 minutes, Pierre-Marie Bonneau. Alors, je ne crois pas du tout que l'Union européenne puisse un jour devenir nationaliste, mais je crois que des pays d'Europe peuvent le devenir. L'élection de Simeone, si elle est envisageable, ben, c'est toujours moins de mal, peut-être mieux que l'élection d'un autre. Simplement, j'observe que c'est le seul qui se soit présenté comme favorable au retour à la nationalité roumaine de 800 000 expatriés. Les deux qui s'étaient positionnés contre n'ont pas pu se présenter. J'émets toutes les réserves que cela peut, chez nous, engendrer. Et puis, je terminerai en vous disant que la démocratie, personnellement, j'ai toujours considéré que c'était le système qui avait sauvé Barabbas et crucifié Jésus. Donc, je ne peux pas s'il y a grand-chose à attendre de ce système en tant que tel. La Roumanie est un pays catholique, je pense qu'elle peut nous donner mieux que la démocratie. Et bah, Pierre-Marie Bonneau, merci beaucoup. Daniel Conversano, merci aussi. Merci à vous. C'était, une émission très intéressante. Écoutez, je pense que c'est un sujet, encore une fois, qu'on ne traite pas assez, mais voilà, nous l'avons traité ce soir. Merci à tous. Chers auditeurs, on se retrouve, dans la prochaine émission et François-Xavier, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, je suis encore à nouveau ravi de ces échanges avec, 2 désormais, habitués de cette émission, Daniel Conversano qui nous a fait l'amitié de venir, depuis la Roumanie, ici pour participer à l'excellent, colloque de nos amis de l'Iliade, et Pierre-Marie Bonneau, lui aussi abonné à notre émission. Et je pense que dans les années à venir,
on va avoir l'occasion de refaire beaucoup d'émissions de ce style, puisque l'histoire s'accélère. On ne fait pas partie de ces gens qui pensent qu'il y a un sens et une fin à l'histoire. Et je pense que les choses s'accélèrent, les choses bougent. Et donc, restez abonnés, chers auditeurs, à Radio Courtoisie pour commencer, au Libre Journal de l'Occident, puisque vous allez avoir l'occasion de suivre ces révolutions dans la grande histoire avec nous.